Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer donc ce webinaire consacré au bail réel solidaire et à son financement. Donc, je suis Sophie Lecotte, la directrice de la ville de Paris, et je suis aujourd'hui accompagnée de mon adjointe que vous voyez à l'écran, Sidonie Coppel, qui répondra notamment à vos questions à la fin de ce webinaire, et de Kevin Cordier, que vous devez aussi voir apparaître à l'écran, et qui est donc au Crédit social des fonctionnaires et qui présentera toute la partie financement du bail réel solidaire. Voilà, sachant que pour rappel, la foncière de la ville de Paris a un certain nombre de partenariats avec des établissements bancaires et financiers, dont le Crédit social des fonctionnaires, qui réalise des simulations financières, notamment pour pouvoir déposer votre candidature. Voilà, on peut commencer tout de suite. Alors, petit rappel sur les règles. Donc, vous ne pourrez pas poser de questions à haute voix pendant ce webinaire. Vous ne pouvez pas prendre la parole, mais vous pouvez poser des questions par écrit sur le chat, et nous y répondrons à la fin. Voilà, Sidonie va noter vos questions au cours du webinaire, et on répondra à toutes les questions en fin de session. Par ailleurs, ce webinaire est enregistré et vous pourrez donc le consulter en replay sur notre chaîne YouTube, et il sera aussi disponible sur notre site internet. Alors, petit rappel rapidement sur qui nous sommes, donc la foncière de la ville de Paris. Donc, nous sommes un organisme de foncier solidaire. Les organismes de foncier solidaire ont été créés donc en même temps que le bail réel solidaire, en 2014 donc, par la loi ALUR. Et donc, ce sont des organismes qui ont pour vocation de développer le bail réel solidaire. Nous, on a été foncière de la ville de Paris, on a été créé fin 2019 sous la forme d'un groupement d'intérêt public qui regroupe la ville de Paris, qui nous détient majoritairement, ainsi que les 3 bailleurs sociaux eux-mêmes rattachés à la ville de Paris, que sont Paris Habitat, la RIVP et Logiciamp. On est donc un groupement public et on a été agréé par l'État, puisque les organismes de foncier solidaire doivent être agréés par l'État. On est bien dans un dispositif national et légal. Notre mission est donc développer l'accession sociale à la propriété sur le territoire parisien via donc ce dispositif du bail réel solidaire, avec comme objectif de permettre à des Parisiens modestes ou de la classe moyenne d'accéder à la propriété, puisqu'on sait bien que, vu les prix du marché parisien depuis de nombreuses années maintenant, une grande partie de la population parisienne est exclue de l'accès à la propriété. On vise également à ce qu'on appelle fluidifier donc les parcours résidentiels, c'est-à-dire permettre à des ménages d'accéder à la propriété alors qu'ils sont locataires, que ce soit du parc social ou du parc privé. Et on sait qu'à Paris, ces parcours résidentiels, comme on les appelle, sont devenus très compliqués du fait des prix de l'immobilier. Voilà. Et puis, on a également comme mission d'investir pour un foncier donc durablement abordable, puisqu'on va le voir, le principe du bail réel solidaire, c'est de créer des logements qui sont abordables, donc en accession à la propriété, et qui restent abordables sur le temps très long, voire infini. Donc, l'idée, c'est bien que nous, on investit dans des fonciers qui vont rester ensuite, qui vont permettre de créer ces logements abordables sur le très long terme. Voilà pour les grands objectifs de la foncière de la ville de Paris, et je laisse Kevin Cordier vous présenter en quelques mots le Crédit social des fonctionnaires. Merci beaucoup. Donc, le Crédit social des fonctionnaires, c'est d'abord le groupe CSF, donc, qui est une association voilà, qui a été créée il y a 70 ans pour permettre aux fonctionnaires au départ d'accéder donc, au crédit et donc au financement de prêts. Aujourd'hui, voilà, on travaille pour l'ensemble des personnes, que vous soyez fonctionnaire ou non. Voilà, dans la réalisation de votre projet. Donc, on intervient sur le prêt immobilier, évidemment, l'assurance des emprunteurs, le regroupement de crédit, le prêt à la consommation et l'épargne retraite. Voilà, l'objectif étant, dans le cadre du partenariat avec la foncière de la ville de Paris, de vous accompagner donc, dans l'établissement des simulations. Voilà, si vous n'êtes pas client d'un partenaire bancaire, et à la suite, chercher un financement si besoin. Voilà. Merci beaucoup, Kevin.
Alors, donc quelques grandes données quand même sur le bail réel solidaire. Donc comme je vous le disais, en introduction, donc c'est bien un dispositif qui est, national et légal, hein, donc qui a été créé par, la loi ALUR en 2014 et ensuite il y a eu les décrets d'application qui ont été, pris en 2016. Ce qui a permis ensuite dans la foulée à différents organismes de foncier solidaire de se développer sur tout le territoire national à partir en gros de 2018, on va dire. Voilà, le temps de préfigurer ces différents, organismes. Vous voyez une petite carte du développement du bail réel solidaire en France. Il y a aujourd'hui plus de 20 000 logements sous cette forme qui sont en cours de développement. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est en général dans des zones où les prix de l'immobilier sont très chers, hein, ce qui est cohérent. Et donc le bassin parisien, mais aussi toute la côte méditerranéenne, la côte atlantique ou encore le Genevois français. Et pardon, je n'ai pas précisé, mais donc il y a aujourd'hui 150 organismes de foncier solidaire agréés par l'État qui travaillent sur le territoire donc, métropolitain. Et donc la foncière de la ville de Paris est l'un de ces 150 organismes de foncier solidaire. Sur nos opérations de la foncière sur le territoire parisien, justement, donc nous, on agit uniquement sur ce territoire de Paris intramuros. On a aujourd'hui 29 opérations qui sont en cours de développement à des stades divers, hein. Il y en a qui sont encore à des stades très préliminaires et qui représentent en tout plus de 1000 logements répartis dans 7 arrondissements, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Et par ailleurs, nous avons 8 opérations qui sont actuellement commercialisées, donc en cours de commercialisation, en vente sur notre plateforme de commercialisation. Donc on a le 42 avenue Jean Jaurès dans le 19e arrondissement, le 4 avenue de la Porte de Vanves dans le 14e, 2 opérations dans la zone d'aménagement Piton du Vernois, près de la Porte de Bagnolet dans le 20e, une opération au 100 boulevard Ney dans le 18e arrondissement, une autre dans la zone d'aménagement Hébert dans le 18e arrondissement, donc c'est métro Max Dormois, et puis 2 opérations dans la zone d'aménagement Chapelle-Charbon dans le 18e arrondissement à Paris. Donc ces différentes opérations sont actuellement en commercialisation. Donc il y a des appels à candidature en cours et qui vont se clôturer plus ou moins prochainement. On a déjà des clôtures d'appels à candidature dès demain sur plusieurs de ces opérations. Donc l'avenue de la Porte de Vanves, l'avenue Jean Jaurès et les 2 lots de Piton du Vernois. Donc pour ces 4 opérations, la clôture de l'appel à candidature est demain. Voilà, pour ceux qui voudraient candidater. Pour nos autres opérations, on a 2 autres dates de clôture. Pour l'opération du 100 boulevard Ney, ce sera le 3 décembre. Et pour les opérations de Hébert et des 2 lots de Chapelle-Charbon, ce sera le 19 décembre. Donc il vous reste un petit peu plus de temps pour candidater. Alors, on en vient au fonctionnement du bail réel solidaire, donc au grand principe. Donc le principe de base, c'est qu'un organisme de foncier solidaire fait l'acquisition donc d'un terrain ou d'ailleurs d'un immeuble déjà construit à réhabiliter. Et donc ensuite, soit donc construit, soit réhabilite l'immeuble. Et en général, donc, confie la maîtrise d'ouvrage à un opérateur. Nous, ça va être le cas. On confie systématiquement la maîtrise d'ouvrage à un opérateur. Et la plupart du temps, c'est l'un de nos 3 bailleurs sociaux membres de nos groupements, donc Paris Habitat, l'ARIVP ou Elogissiamp, même si parfois ça peut être aussi d'autres opérateurs. Ensuite, le principe, c'est que l'organisme de foncier solidaire, en l'occurrence la foncière de la ville de Paris, reste propriétaire du terrain sur une durée de temps infinie, hein, si je puis dire, donc ad vitam aeternam. En revanche, les logements sont cédés à des ménages qui sont donc sous plafond de ressources, puisqu'on est bien dans le cadre d'un dispositif sous plafond de ressources. Et les logements sont cédés à un prix qui est encadré. Et donc tout ça est réglementaire, c'est-à-dire que tant les plafonds de ressources des ménages que les prix de vente des logements en bail réel solidaire, tout ça est encadré par la loi et le règlement. Donc les prix de vente, par exemple, à Paris en 2025 est encadré, ne peut pas dépasser 6 100 € du mètre carré. Mais par ailleurs, nous, on vend nos opérations à des prix qui sont inférieurs à ce prix plafond. Le principe, c'est qu'ensuite, voilà, vous êtes pleinement propriétaire de votre logement, mais on y reviendra un petit peu plus dans le détail ensuite. Pendant donc toutes les années où vous avez contractualisé avec nous ce bail réel solidaire, il est donc pour une durée de 99 ans à Paris, ce bail. Et ensuite, vous allez pouvoir à tout moment céder ce bien, ou d'ailleurs
vos héritiers, enfin vos ayants droit peuvent aussi en hériter. Et à chaque fois qu'il va y avoir une mutation, c'est-à-dire que le bien va être cédé ou hérité, le bail va repartir pour 99 ans. Le jour où vous vendez votre bien, le principe est que le prix de revente est encadré. Donc vous avez bénéficié d'un prix de vente encadré et vous devez revendre à un prix de vente qui est lui-même encadré, c'est-à-dire qui est égal au prix où vous avez acheté votre logement, indexé sur une valeur qui suit en gros l'inflation. Donc c'est-à-dire que vous avez quand même une plus-value, même si elle est très encadrée. Et donc nous, on a choisi l'indice de référence des loyers. Donc ça suit cette valeur-là. Donc c'est en gros l'inflation. Voilà. Et donc, donc à chaque fois que, voilà, que le bien est revendu, il est revendu à un prix qui est encadré et le bail repart pour une durée de 99 ans. Et donc, les logements sont ainsi perpétuellement abordables. Voilà pour les grands principes. Donc là, vous avez ces grands principes qui sont résumés. Avec donc la foncière de la ville de Paris qui reste propriétaire du sol, les ménages qui deviennent propriétaires des logements par le biais d'un bail de 99 ans. Le prix d'achat, donc je le disais, est encadré. À Paris, on vend en moyenne à 5 000 € du mètre carré. Et par ailleurs, pendant toute la durée du bail, vous allez vous acquitter d'une redevance foncière au titre de la location du foncier, puisque vous achetez le logement, mais vous n'achetez pas le sol. En fait, la valeur du foncier, qui est quand même une grosse partie de la valeur dans les zones tendues de Paris, est sortie de votre prix d'achat. Donc, vous ne payez pas ça, et c'est bien pour ça que le logement est bien moins cher que sur le marché libre, puisqu'à Paris, on est à peu près à 50% des prix du marché. La redevance foncière, donc vous allez la verser mensuellement au titre de cette location du sol, et à Paris, elle se monte à 2,65 € du mètre carré par mois. Et ensuite, elle est indexée, elle aussi, sur l'indice de référence des loyers, c'est-à-dire qu'elle va progresser aussi comme l'inflation, mais donc sur ces échelles-là de prix, c'est très faible. Ça va être une progression de 1 centime, 2 centimes par an maximum. Voilà pour les grands principes de fonctionnement du bail réel solidaire. Donc c'est pour résumer un dispositif donc, qui présente un certain nombre d'avantages, notamment financiers, bien sûr, donc c'est de l'accession sociale à la propriété. Donc vous allez pouvoir acheter un logement à environ donc, 50% des prix du marché parisien. Et en plus, vous bénéficiez d'une TVA à taux réduit, puisque donc la TVA, si vous achetez un logement dans le marché libre, elle va être de 20%, alors qu'en bail réel solidaire, elle va être de 5,5%. Donc ça, c'est un avantage financé par l'État, bien sûr. Voilà, en plus de bénéficier d'un prix réduit. Vous allez aussi d'ailleurs avoir des frais de notaire qui sont réduits par rapport à de l'accession dans le marché libre aussi. Ça va prendre en compte. En outre, comme c'est des logements neufs, vous pourrez bénéficier aussi d'une réduction de taxes foncières sur les 2 premières années. Taxes foncières que sinon vous devez acquitter comme tout propriétaire. Vous avez également vous pouvez également bénéficier du prêt à taux zéro, notamment si vous êtes primo-accédant, ce qui est en général, la plupart du temps, le cas. Et donc, vous êtes éligible a priori au prêt à taux zéro si vous êtes bien sous les plafonds du bail réel solidaire. Et donc ça, c'est aussi un avantage, évidemment, pour financer votre bien. Mais Kevin Cordier pourra revenir plus longuement là-dessus. Et enfin, vous bénéficierez aussi d'un accompagnement de notre part si vous souhaitez revendre votre logement. Enfin, même plus qu'un accompagnement, on s'occupera de la revente de votre logement. Et ce logement, comme je le rappelais aussi, est bien transmissible à vos héritiers. On verra sous quand même certaines conditions, parce qu'il faut eux-mêmes qu'ils soient éligibles au dispositif, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà tous les avantages, si je puis dire, du bail réel solidaire. Il y a aussi donc des spécificités quand même de ce bail réel solidaire, en fait des conditions aussi pour y avoir accès. Donc je le disais, d'abord il y a des conditions de ressources, c'est un dispositif qui est sous conditions de ressources. Il faut également que ce logement soit occupé à titre de résidence principale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le louer sur le long terme. On disait, mais vous devez vous acquitter d'une redevance mensuelle au titre de la location du foncier. Le prix de revente est encadré. Ça, c'est vraiment l'essence même du dispositif, que les logements sortent de la spéculation foncière et donc que leur prix soit durablement encadré. Et puis, vous avez également une obligation, le jour où vous revendez votre logement, qu'il soit dans un bon état d'entretien. Ça, on y reviendra aussi ensuite. Petit focus sur les conditions d'éligibilité au dispositif. Donc, je le disais, il doit être occupé à titre de résidence principale, le logement. Et donc, il ne vous est pas possible de le louer sur le long terme. Donc, ça, c'est une condition essentielle. Il faut voir aussi que c'est aussi un énorme avantage. C'est-à-dire que vous serez dans des copropriétés où il n'y aura que des propriétaires occupants, ce qui est un gage de bon fonctionnement de l'immeuble et de bonne gestion de l'immeuble.
Ensuite, comme je le disais, condition évidemment fondamentale pour accéder au dispositif du BRS, c'est de respecter des plafonds de ressources, puisque c'est quand même de l'accession sociale à la propriété. Ces plafonds de ressources vont varier en fonction de votre typologie de ménage, c'est-à-dire combien vous êtes au sein de votre foyer. Donc, vous voyez apparaître à l'écran les plafonds qui vont s'appliquer donc aux différentes compositions familiales. Par ailleurs, ces plafonds sont exprimés en revenu fiscal de référence, donc c'est ce qui figure sur votre feuille d'imposition qui va compter, et ce sont vos revenus N-2, c'est-à-dire de 2 ans auparavant. Donc si on examine votre dossier en 2026, on va regarder vos revenus 2024. Et si on examine vos dossiers en 2025, on va regarder vos revenus en 2023. Donc voilà, à titre d'exemple, par exemple, si vous êtes 3 personnes au sein de votre foyer, c'est-à-dire 2 adultes et un enfant à charge, le plafond de revenus va être de 75 447 €. Et c'est également le cas si vous êtes une famille monoparentale. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans ce plafond de 3 personnes si vous êtes un adulte seul avec un enfant à charge. Voilà, je ne vous détaille pas le reste. Tout ça est bien sûr accessible sur notre site internet. Enfin, dernière condition, pour pouvoir accéder à ce dispositif, l'idée c'est bien d'aider des personnes à accéder à la propriété qui ne pourraient pas accéder à la propriété autrement. Et donc pour accéder, vous ne devez pas être propriétaire d'un bien qui répond à vos besoins. Ou qui vous permet de dégager des revenus suffisants pour acheter un bien qui répond à vos besoins. Donc en fait, pour faire très simple, je ne sais pas si par exemple vous voulez acheter un logement en BRS en T3, un T3, donc un 3 pièces, et que vous êtes déjà propriétaire d'un 3 pièces à Paris, bien sûr, vous ne serez pas éligible au dispositif. En revanche, par exemple, si vous êtes propriétaire d'un 3 pièces à Paris, mais que vous êtes 5 dans votre foyer et que vous postulez sur un T5 en BRS, eh bien, vous serez bien éligible au BRS. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas être propriétaire d'un bien qui est adapté à ses besoins. Et donc, de la même façon, si vous êtes propriétaire d'un bien dans la Creuse, par exemple, dans lequel vous n'allez pas habiter puisque vous travaillez à Paris, voilà, ça, vous ne rentrez pas non plus dans cette condition. Enfin, je veux dire, vous êtes bien éligible au dispositif du BRS. Voilà pour les grandes conditions d'éligibilité. Je vais faire maintenant un petit focus sur la candidature, la phase de candidature et la sélection des candidatures de notre côté. Donc, comment marche le processus de candidature. Donc, on procède par le biais d'appels à candidature sur notre plateforme de candidature en ligne. Donc, tout va se passer en ligne. Mais quand même, je précise tout de suite que nous avons sur cette plateforme de candidature un service de messagerie qui vous permet de poser toutes vos questions si vous en avez et de vous accompagner dans le remplissage de votre dossier. Et donc, il y a des personnes physiques, des vrais humains qui répondront à vos questions derrière ce service de messagerie. Ce n'est pas un chatbot. Au-delà de ça, quand même, tout se fait en ligne sur notre plateforme de candidature. Vous pouvez candidater sur un logement par opération, mais vous pouvez candidater sur plusieurs opérations en même temps quand il y a plusieurs opérations qui sont en cours de commercialisation en même temps. Pour pouvoir candidater, il faut respecter les plafonds de ressources. Donc ça, c'est dans ce que je viens de rappeler. Vous avez un simulateur d'éligibilité dans lequel il faut remplir vos plafonds de ressources. Et si vous êtes bien éligible, vous serez ensuite renvoyé vers notre plateforme de candidature en ligne. Donc ça, c'est évidemment la condition principale. Une deuxième condition très importante, c'est de pouvoir financer le logement pour lequel vous postulez. Et donc, vous allez voir qu'on va vous demander un certain nombre d'informations financières, et si vous dépassez un taux d'effort de 37%, votre candidature sera éliminée d'office, si je puis dire. Donc un taux d'effort, je pense que Kevin Cordier y reviendra beaucoup plus dans le détail tout à l'heure, mais ça va être vos mensualités d'emprunt, en gros, rapportées à vos revenus, pour faire très simple. Et donc, au-delà de 37%, les banques globalement ne financent pas un projet d'acquisition, et donc c'est pour ça que nous on applique ce taux-là, voilà, qui permet de pas retenir les candidatures qui ne pourraient pas financer ensuite le logement. Au-delà de ces deux choses qui sont éliminatoires, on a un système de cotation des dossiers, donc c'est-à-dire qui va permettre de prioriser les dossiers quand on a plusieurs candidatures par logement, ce qui est généralement le cas. Donc c'est un système en 12 critères. Les critères sont disponibles sur notre site internet également, et ces critères vont donner des points au dossier en fonction de ce que vous allez remplir, et ça va permettre, nous, de prioriser les candidatures. Tout ça va se faire donc automatiquement sur la plateforme.
La phase 2, ensuite, pardon, des candidatures, c'est l'instruction des dossiers. Donc, des personnes vont instruire vos dossiers et pendant cette phase, vous pourrez être sollicité pour compléter vos dossiers le cas échéant et donc notamment par ce service de messagerie en ligne que je mentionnais sur notre plateforme. Vous pourrez recevoir des mails en direct qui vous demanderont d'ajouter telle ou telle pièce jointe à votre dossier. Une fois que cette phase d'instruction est clôturée, on a, je suis désolée, une phase de sélection des dossiers. Les 5 dossiers qui auront reçu la meilleure note de cotation seront présentés à une commission de sélection. Cette commission de sélection est composée majoritairement d'élus de la ville de Paris. Elle est transpartisane. Et également de personnalités qualifiées, donc notamment nos partenaires financiers, dont le Crédit social des fonctionnaires, sont présents aussi à cette commission de sélection. Également le maître d'ouvrage de l'opération, donc le bailleur social qui construit concrètement les logements, est également représenté. Et cette commission de sélection va classer les dossiers de 1 à 5. Donc voilà, vous pouvez soit être retenu à l'issue de cette commission de sélection, soit être sur liste d'attente en position 2, 3, 4 ou 5. Sachant que ne perdez pas espoir, entre guillemets, on appelle un certain nombre de personnes sur liste d'attente, puisqu'il y a un certain nombre de désistements qui peuvent avoir lieu ensuite. Alors j'en viens au calendrier d'un projet en BRS dans le neuf, puisque donc les opérations de la foncière de la ville de Paris sont soit des opérations neuves, soit ce qu'on appelle des opérations assimilées à du neuf, c'est-à-dire que c'est des travaux de réhabilitation tellement lourds qu'ensuite les immeubles sont assimilés à du neuf. Donc il y a un certain temps de projets et de chantiers. Voilà, que je vous présente ici. Donc vous allez candidater, ensuite vous allez être sélectionné, donc comme je le disais, suite à la commission de sélection. Une fois que vous êtes sélectionné, donc on va évidemment revenir vers vous pour vous dire que votre candidature a bien été retenue. Et la première étape sera ensuite de signer un contrat de réservation avec l'opérateur. Donc le contrat de réservation, c'est ce qui permet qu'on vous réserve le logement. Donc ça va se passer à peu près 1 mois et demi après qu'on ait retenu à votre candidature. À ce stade-là, on vous demande juste de verser un dépôt de garantie, mais rien de plus. Et une fois que vous avez signé ce contrat de réservation, vous devez trouver un financement avant de signer l'acte définitif d'achat du logement. Vous avez pour ce faire un délai de 3 mois en général pour trouver un prêt. Donc c'est le moment où vous devez aller voir concrètement les banques pour trouver votre offre de prêt et pouvoir financer votre projet d'achat. Une fois que vous avez trouvé votre offre de prêt, on est prêt à signer du coup l'acte authentique d'achat, et donc on signe un acte de vente et ce fameux bail réel solidaire qui va ensuite nous lier, nous foncières de la ville de Paris et vous, pendant toute la durée où vous serez dans votre logement. Ensuite, on a une durée de chantier, parce que donc vous allez acheter un logement sur plan qui n'est pas encore livré, et donc il y a une durée de chantier qui en général va de 24 à 30 mois. On essaye que ce soit plutôt 24 mois entre le moment où vous signez votre acte d'achat et la livraison. On est plutôt sur des délais de 24 mois normalement. Et donc pendant ce chantier, on va procéder à des appels de fonds. Donc vous allez en fait payer le logement au fur et à mesure avec des acomptes qui vont être versés au fur et à mesure du chantier. Et donc c'est en fait votre banque concrètement, parce que vous allez souscrire un prêt, c'est votre banque qui va verser ces appels de fonds tout au long du chantier, et vous n'aurez pas pendant ce temps-là à rembourser votre prêt auprès de la banque, mais je pense que Kevin développera ça plus dans le détail tout à l'heure. Mais donc par exemple, si vous êtes locataire de votre logement et que vous avez un loyer à payer, vous n'aurez pas à rembourser votre prêt en même temps, puisque ça sera qu'au moment de la livraison du logement. Voilà, et qui intervient, comme je vous le disais, à peu près, on va dire 24 mois après la signature des actes d'achat. Voilà pour le calendrier. Quelques grands éléments ensuite de comment se passe la vie dans un logement en bail réel solidaire. Comment ça se passe donc une copropriété en bail réel solidaire? Donc,
Vous allez donc être ce qu'on appelle titulaire de droit réel sur votre logement, c'est ça le terme exact juridiquement, et ça veut dire que vous allez être comme un plein propriétaire de votre logement. Donc vous allez tous être copropriétaires et à ce titre, vous allez participer aux assemblées générales de copropriétaires, prendre les décisions enfin, voilà, sur la vie de votre immeuble. Et vous allez payer également vos charges de copropriétaire et également, comme je le disais, la taxe foncière aussi. Donc vous êtes vraiment comme un plein propriétaire. Une différence est que sur certains sujets vraiment très structurels, ce sera la foncière de la ville de Paris qui votera aux assemblées générales et non pas les copropriétaires. Donc ça, c'est vraiment une grande spécificité du bail réel solidaire. La foncière de la ville de Paris va rester copropriétaire au sein de votre immeuble, mais nous serons un copropriétaire cententième. C'est-à-dire que dans la très très grande majorité des cas, on n'a pas voix au chapitre, entre guillemets, c'est vous qui décidez vraiment de la vie de votre immeuble. Et nous, on ne viendra voter que sur des sujets vraiment structurants, notamment par exemple s'il fallait consentir une servitude, je ne sais pas, voilà, de passage dans votre cour à vos voisins. Là, c'est la foncière de la ville de Paris qui voterait. Donc vraiment sur des sujets qui vont toucher au foncier et à accorder voilà, des servitudes, par exemple. Et deuxième grand point, c'est sur des travaux très structurels qui devraient avoir lieu dans l'immeuble, ce qu'on appelle les travaux comportant transformation, addition ou amélioration. Donc c'est vraiment si vous transformez l'immeuble d'une manière ou d'une autre, si par exemple vous faites des travaux de surélévation, voilà, ce genre de choses, donc des choses voilà, très particulières et qui a priori n'arriveront pas tous les jours. Et puis s'il y avait une modification aussi du règlement de copropriété qui touchait vraiment aux parties communes ou aux fonciers en tant que tel. Voilà pour les grandes spécificités. Et donc pour tout le reste, c'est bien vous qui êtes pleinement copropriétaire et qui décidez de tout pour votre immeuble. Autre sujet important, est-ce qu'on peut effectuer des travaux dans son logement pendant qu'on y habite? Deux choses. Alors d'abord, dans le bail réel solidaire, hein, il y a une obligation qui est légale d'entretien et de réparation, c'est-à-dire que vous devez maintenir votre logement en bon état d'entretien. Et procéder aux réparations quand il y a besoin. Donc ça, c'est un point qui est important et c'est un point qui est vérifié au moment où vous revendrez votre logement. La foncière de la ville de Paris fera une visite préalable pour s'assurer du bon état d'entretien du logement. Ensuite, est-ce que vous pouvez réaliser des travaux d'aménagement intérieur de votre logement? Oui, tout à fait. Vous êtes propriétaire de votre logement, vous pouvez effectuer les travaux que vous souhaitez au sein de votre logement. La seule chose que nous, on demande concrètement, c'est que le jour où il est revendu, il soit revendu dans la même typologie. Donc, si vous avez acheté un 3 pièces, on demande que ce soit un 3 pièces. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait, pendant la durée où vous occupez votre logement, avoir envie que ça devienne un 2 pièces. Par exemple, abattre une cloison, vous pouvez le faire. Si vous remontez la cloison avant de le revendre ou si vous ne remontez pas la cloison, on déduira le prix de la reconstruction de la cloison de votre prix de revente. Voilà. Sinon, le reste des travaux, vous pouvez les réaliser. Et si vous voulez être certain qu'au moment de la revente, on ne viendra pas vous dire que du coup, vous avez détérioré le logement et que vous lui avez fait perdre de sa valeur, vous pouvez toujours nous poser de toute manière la question en amont de est-ce que je peux, vous pouvez nous saisir pour nous demander si vous pouvez réaliser tel ou tel travaux. Voilà pour ce grand principe sur les travaux dans votre logement. Mais donc, voilà, vous êtes des propriétaires et vous pouvez faire les aménagements que vous souhaitez au sein de votre logement. Alors, on en vient à un point important ici, hein, de la revente de son logement ou de la transmission de son logement en bail réel solidaire. Alors, le grand principe donc de la revente en BRS, déjà, il faut bien avoir en tête qu'elle est possible à tout moment. Donc, il n'y a pas de durée minimale de détention de son bail réel solidaire. Vous pouvez revendre votre logement à tout moment, y compris d'ailleurs pendant la durée de chantier. Hein. Donc, vous avez acheté votre logement, voilà, le logement est en travaux et vous souhaitez revendre, c'est tout à fait possible. Alors, que se passe-t-il au moment de la revente ? Vous le savez, le prix est encadré, c'est ce que je disais au début, hein, donc vous pouvez revendre au prix où vous avez acheté, indexé sur l'indice de référence des loyers, donc c'est-à-dire en gros sur l'inflation. Donc voilà. Donc vous ne perdez pas d'argent sur votre achat et vous avez une petite plus-value, voilà, au niveau de l'inflation qui est encadrée, mais le principe c'est bien que les logements restent à prix accessible.
Ce qui se passe, c'est que vous allez venir en fait nous voir le jour où vous voudrez revendre votre logement et nous, on s'occupera de le revendre. Dans le bail réel solidaire, il est stipulé qu'on a un droit de préférence, mais en gros, ça revient en fait qu'on va s'occuper de la revente, notamment puisqu'il faut qu'on trouve un acquéreur qui réponde aux conditions d'éligibilité du BRS et donc notamment qui soit sous les plafonds de ressources. Donc voilà, c'est plus simple si c'est nous qui nous en occupons. Ensuite, sur le prix de revente en question, donc je vous le disais, c'est votre prix d'achat indexé. Et il y a d'autres spécificités aussi, c'est que vous pourrez valoriser les travaux qui seront réalisés dans les parties communes. Donc tous les travaux que vous aurez réalisés au sein de votre copropriété peuvent être valorisés dans le prix de revente. En revanche, les travaux que vous réalisez au sein de votre logement ne sont pas valorisés puisque voilà, les travaux qu'on réalise dans un logement sont en général très dépendants voilà, des préférences de chacun, et donc pas vraiment de raison de le valoriser dans un prix de revente. Par ailleurs, ce prix peut être diminué en cas de faute. Les fautes, c'est un nombre de cas très limité et bien spécifié dans le BRS, hein. Ne vous inquiétez pas, on ne peut pas vous accuser de tout et n'importe quoi. Donc, les fautes en question, ça va être le non-paiement de la redevance, par exemple, le non-respect des obligations qui vous incombent au type du BRS, par exemple, occuper son logement à titre de résidence principale ou avoir dégradé le logement, puisque comme je le disais, il faut le rendre en bon état d'entretien. Voilà pour les grands principes. Et comme je le disais aussi en début de cette présentation, le jour où vous revendez votre logement, le bail repart pour 99 ans. Donc en fait, le bail ne s'éteint jamais. C'est ce qu'on appelle un bail rechargeable. Et c'est bien ça qui fait que voilà, vous êtes comme un propriétaire classique. La valeur du logement perdure de revente en revente. Sur la transmission des logements en bail réel solidaire, donc en cas de décès, donc soit vous avez donc le conjoint survivant, donc que vous soyez marié ou pacté, il n'y a aucune condition d'éligibilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir vérifier si le conjoint survivant est bien éligible au BRS, il est bien sous les plafonds de ressources, etc. Donc il peut rester dans le logement. S'agissant des autres héritiers, donc des ayants droit, des autres ayants droit, vous allez leur transmettre le logement. Mais ensuite, il y a deux cas de figure. Soit ils sont éligibles au BRS, c'est-à-dire qu'ils sont bien sous les plafonds de ressources et ils s'engagent à occuper le logement à titre de résidence principale et ils ne détiennent pas un bien adapté à leurs besoins par ailleurs. Dans ce cas-là, ils vont hériter du logement et ils vont pouvoir rester dans le logement et le bail repart pour 99 ans. Soit ils ne sont pas éligibles, c'est-à-dire que notamment ils ne sont pas sous les plafonds de ressources, ils vont avoir l'obligation de revendre le logement. Mais ils hériteront bien évidemment de la valeur financière du logement, donc la valeur sera bien transmise, mais ils seront dans l'obligation de revendre. Et une fois de plus, on s'occupera de la revente. Donc il suffit entre guillemets de venir nous voir et on s'occupera de tout. Voilà. Voilà pour les grands principes de la transmission du bail réel solidaire. Voilà, alors sur les grands principes du financement donc de son achat en bail réel solidaire, avant de passer la parole à Kevin qui va rentrer beaucoup plus dans le détail, je rappelle juste quelques grands principes qu'il est très important d'avoir en tête pour savoir si on va pouvoir financer son achat en BRS ou non. Donc, a priori, pour pouvoir acheter votre logement, vous allez devoir souscrire un emprunt et donc rembourser des mensualités et des mensualités d'emprunt. Et sachant que c'est un emprunt plus son assurance, mais Kevin développera. Au-delà de ça, il faut bien avoir en tête que vous allez avoir d'autres frais en tant que propriétaire. D'abord, les charges de copropriété. Donc ça, c'est les charges du propriétaire à Paris qui doit payer le fonctionnement de son immeuble et son entretien. Ces charges sur nos opérations en BRS vont être comprises entre 2,5 € du mètre carré par mois et 3,5 € du mètre carré par mois. Donc quand je donne ces valeurs, donc on va dire qu'on va tourner autour de 3 € du mètre carré par mois. C'est une valeur vraiment toute charge comprise. Et donc ça comprend aussi vos charges de chauffage, par exemple, à l'intérieur de votre logement. Donc c'est vraiment tout compris. La seule chose que ça ne comprend pas, c'est l'électricité pour la lumière dans votre logement. Ce qu'il faut voir, c'est que comme on fait des logements neufs qui répondent aux dernières normes environnementales, et donc notamment qui sont très bien isolés et très performants, ces charges sont en moyenne inférieures aux charges des copropriétaires dans des logements classiques à Paris, puisque ça va plutôt tourner autour de 4,7 € du mètre carré par mois à Paris, normalement dans un immeuble classique.
Deuxième chose, vous allez devoir, au-delà de ces charges de copropriété, vous acquitter de la redevance foncière que je mentionnais plus tôt, donc qui va être due au titre de la location du foncier à la foncière de la ville de Paris. Et donc ça, c'est 2,65 € du mètre carré par mois, indexé annuellement donc sur l'indice de référence des loyers. Et enfin, vous allez devoir vous acquitter comme tout propriétaire de la taxe foncière, puisqu'en fait, voilà, vous êtes bien propriétaire pleinement de votre logement, même si vous n'avez pas payé le foncier dans le prix d'achat, hein, c'est la petite subtilité. Et donc la taxe foncière en moyenne à Paris, mais c'est très difficile de donner des valeurs, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 13 € du mètre carré par an cette fois. Voilà, donc c'est important de bien avoir en tête ces différentes charges voilà, à prendre en compte quand on devient propriétaire, et notamment propriétaire en BRS. Alors, comment trouver un financement? Donc, avant de passer la parole à Kevin, mais donc, nous, Foncière de la Ville de Paris, on a des partenariats avec différents établissements bancaires ou financiers. On a 2 organismes, voilà, des partenaires privilégiés que sont Crédit social des fonctionnaires et Action Logement Service, qui notamment vont réaliser des simulations financières au stade de la candidature. Donc quand vous candidatez sur notre plateforme de candidature, on va vous demander de joindre une simulation financière. Elle sera facultative vraiment au stade de la candidature, mais elle va vous donner un bonus dans la cotation. Donc c'est quand même important de la faire. Et de toute manière, si ensuite vous êtes retenu pour un passage en commission de sélection, elle va devenir obligatoire. Donc concrètement, on vous incite très très fortement à la faire dès le début. Et donc ces 2 organismes que sont Crédit social des fonctionnaires et Action Logement Service peuvent réaliser ces simulations financières si vous allez les voir. Par ailleurs, si vous êtes fonctionnaire, le Crédit social des fonctionnaires peut délivrer certains prêts aidés, mais ça, Kevin Cordier le rappellera mieux que moi. Et si vous êtes vous travaillez, vous êtes salarié du secteur privé, Action Logement Service a aussi un certain nombre de prêts ou de primes dédiées aux salariés du secteur privé, donc il peut être intéressant aussi d'avoir dans vos plans de financement. Voilà. Et par ailleurs, on a aussi des partenariats avec des établissements bancaires. Donc, c'est les banques mutualistes. Alors, bien avoir en tête que toutes les banques ne financent pas le bail réel solidaire. Donc, si vous allez voir BNP Paribas ou la Société Générale, a priori, ils ne vont pas financer le bail réel solidaire. Ou alors ils vont faire des simulations, mais qui seront erronées parce qu'ils connaissent mal le dispositif et notamment ils ne prendront pas en compte la redevance foncière. Et donc voilà, donc les banques qui financent vraiment, c'est la Banque Postale, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, le Crédit Coopératif et aussi le CIC, qui en général finance le bail réel solidaire. Mais à noter que ces banques, voilà, si vous n'êtes pas déjà client de ces banques, a priori, ils ne réaliseront pas de simulation financière au stade candidature. En revanche, elles financeront bien le projet ensuite. Voilà pour les grands principes du BRS. Et du coup, je vais de ce pas passer la parole à Kevin Cordier du Crédit social des fonctionnaires pour vous parler plus dans le détail du financement de son projet en BRS. Merci beaucoup, Sophie. Donc en effet, on va parler donc maintenant de l'emprunt. Donc dans un premier temps, en effet, pour pouvoir candidater, on va d'abord s'attacher à votre capacité d'emprunt. Donc comme vous voyez, en fait, on va voir différents critères. Donc d'abord le revenu, savoir s'il est fixe ou variable. Donc souvent, ça va être votre revenu du travail. Donc si vous n'avez pas de prime, bah, du coup, on prendra le salaire que vous avez tous les mois. Par contre, si vous avez une partie variable, on prendra une moyenne sur 3 ans. S'il n'y a pas cette moyenne sur 3 ans, bah, en fait, on ne prend pas. La banque ne prendra pas. Pareil, si vous êtes chef d'entreprise, intermittent du spectacle, profession libérale, on prendra une moyenne des 3 dernières années pour calculer votre revenu. Donc, c'est bien à prendre en compte parce qu'il peut y avoir des variations de revenus et donc votre dernière année n'est pas représentative de ce que l'on va prendre en compte. Voilà. Concernant les charges, on va prendre tout ce qui existe à date, c'est-à-dire prêt immobilier, leasing, crédit renouvelable, LOA si vous avez une location d'une voiture, par exemple, une LDD, par exemple, une location de longue durée. On va prendre également tout ce qui est pension alimentaire, les dettes, voilà, tout ce qui est visible pour pouvoir calculer votre endettement. Donc, bon, la différence entre les revenus et les charges va nous
faire apparaître le reste à vivre, voilà, une fois les charges payées. Et c'est ce qui va nous permettre un peu de voir votre capacité d'emprunt. Voilà. Aujourd'hui, vous avez votre revenu à, je dis une bêtise, 1000. Vous avez un prêt à 100 euros. Bon, bah, on sait que la norme, c'est, comme le disait tout à l'heure Sophie, 37%. Donc, si on est sur 1000, c'est 370. Donc, il nous reste 200 euros de marge. Voilà. C'est pour imaginer. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Voilà. Dans le cadre d'un financement en bail réel solidaire, vous pouvez bénéficier du prêt à taux zéro. Voilà. Donc, le prêt à taux zéro va être dépendant du nombre de personnes qui occupent le logement actuellement et futur. Alors, futur, c'est souvent les enfants à naître. Donc, dès lors où la grossesse est supérieure à 3 mois, on va considérer qu'il va y avoir donc une personne en plus. Voilà, donc ça va déterminer le prêt à taux zéro. Et il faut savoir que donc, comme c'est du logement neuf ou de la grosse réhabilitation, c'est considéré comme du neuf. Donc, vous bénéficierez de ce prêt dès lors où vous n'avez pas été primo-accédant. Dès lors où vous êtes primo-accédant, pardon, donc vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des 2 dernières années. Concrètement, vous êtes locataire à Paris sans rien, vous êtes primo-accédant. Vous êtes locataire à Paris, mais propriétaire d'un logement locatif ou d'une résidence secondaire, mais bien locataire depuis les 2 dernières années de votre résidence principale, vous êtes considéré comme primo-accédant. D'accord ? Par contre, si vous êtes propriétaire à Paris d'un petit studio et que vous voulez acheter un 2 pièces, vous n'êtes pas considéré comme primo-accédant, donc vous ne pourrez pas bénéficier du prêt à taux zéro. Voilà concernant le prêt à taux zéro. Chose importante, le prêt à taux zéro ne pourra pas financer l'intégralité de l'achat. Il est forcément lié à un prêt long terme. Voilà, c'est la petite phrase de fin, mais c'est important, c'est qu'on est obligé de faire un prêt associé à ce prêt à taux zéro. Il y a des critères à ne pas négliger quand on va aller chercher votre prêt. Donc, c'est un peu en amont. Évidemment, alors, une simulation, vous pourrez tous plus ou moins en avoir une. Par contre, le jour où vous allez devoir financer votre projet, il est très important de vérifier certains points. Donc, ça va être d'abord la tenue des comptes, absence de commission et de frais bancaires, solde bancaire, créditeur. Évidemment, si tous les mois vous êtes débiteur et qu'il y a des rejets de prélèvement ou des commissions d'intervention, bah, les banques ne vont pas aimer et donc vont mettre votre dossier clairement de côté. L'apport personnel sur les opérations en bail réel et solidaire, ou en tout cas n'importe lesquelles, il est demandé un apport personnel. Vous ne pourrez pas acheter un bien immobilier si vous n'avez pas à minima ce qu'on appelle les frais. Donc les frais, ça va être les frais de notaire, les frais de garantie et les frais de dossier de la banque et ou du courtier si vous passez par un système de courtage. Voilà, donc il faudra, généralement, c'est à minima 10% du montant du prêt. Et évidemment, ce qui est mieux, c'est qu'il vous reste de l'épargne. Parce qu'il y a toujours des petits faux frais, la cuisine à modifier, si on a envie de faire un petit coup de peinture. Alors l'avantage dans le bail réel solidaire, c'est que bon, c'est des logements qui seront neufs, donc il n'y aura pas des gros travaux à prévoir, voire zéro travaux, à part si c'est des travaux personnels. Mais voilà, c'est toujours bien qu'il vous reste un petit peu d'épargne voilà, pour payer le déménagement ou que sais-je. Voilà. C'est vraiment important et on insiste beaucoup là-dessus. Pareil, hein, sur l'apport personnel, on prendra aujourd'hui pour l'établissement de la simulation ce que vous avez. On ne peut pas prendre quelque chose d'hypothétique. Voilà. Si vous allez vendre un bien, alors ça, on peut le prendre en compte dans le cadre d'un prêt relais, mais par contre, on ne pourra pas prendre le montant de la vente. Voilà, on ne pourra pas dire bah, vous l'avez vendu. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Donc voilà, c'est important de bien dissocier la projection future d'un hypothétique apport à ce que l'on a aujourd'hui. Et nous, on prendra ce que vous avez aujourd'hui. Voilà. Comment ça se passe? Concrètement, là, jusqu'à demain, vous allez pouvoir candidater sur certains programmes, puis après, ça va s'étaler jusqu'au 19 décembre. Là, on est dans la phase d'estimation de votre capacité d'emprunt. Donc là, on va estimer votre capacité d'emprunt, vous établir une simulation, d'accord? Ensuite, vous allez pouvoir donc candidater en rapprochant du bien que vous sélectionnez avec cette simulation. Une fois que la commission est passée,
et que vous êtes sélectionné, vous allez du coup signer ce qu'on appelle un contrat de réservation. C'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que l'on va pouvoir commencer à rechercher un financement. Donc, on va faire un montage de dossier avec du coup l'ensemble des documents nécessaires à l'établissement de ce montage financier, donc c'est-à-dire vos fiches de paye, relevés de compte, documents d'identité, etc., etc. Et à la suite donc de ce montage, on va aller chercher un prêteur. Une fois que on a trouvé le prêteur et qu'il accorde le prêt, vous allez donc signer vos offres de prêt. Et une fois que vous avez signé vos offres de prêt et qu'on a dépassé les délais légaux, vous allez signer l'acte de vente. L'acte de vente, c'est le fait de signer chez le notaire votre achat immobilier et le bail réel solidaire au même moment. Il faut savoir que dans votre projet immobilier, quand je dis qu'on intègre toutes les charges, on intègre également la redevance foncière dans votre calcul d'endettement. Donc, c'est important, hein, donc vous le verrez sur les simulations qu'on peut fournir. Vous avez la mensualité du prêt immobilier plus la redevance foncière, et l'addition de ces deux éléments fait votre charge mensuelle. Et donc, c'est avec ça qu'on va calculer votre taux d'endettement. Voilà. On peut passer à la diapositive. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Une fois, donc, vous avez votre prêt, ça s'est bien passé, vous avez été sélectionné, vous avez votre prêt, voilà. Le bien, il va se construire petit à petit. Donc, on va vous demander de l'argent. Alors, quand je dis on va vous demander de l'argent, c'est la foncière qui va vous demander de l'argent et qui va le demander plus spécifiquement à votre banque. Donc, en fonction des phases de construction, il va y avoir donc un déblocage qui va être demandé. Donc, ouverture du chantier, 20%. Achèvement des fondations, plus 15, donc ça fait 35% du montant à devoir, etc., etc., jusqu'à la fin, on arrive au 100%. Évidemment, lorsque ces demandes, ces appels de fonds vous sont demandés, il y a deux façons de les donner. Soit vous avez un apport assez conséquent, et on va d'abord commencer par l'apport, d'accord, parce que ça ne vous coûtera pas d'intérêt. Ensuite, si vous bénéficiez d'un prêt à taux zéro, on va débloquer le prêt à taux zéro. Pareil. Donc là, vous n'aurez pas d'intérêt sur le prêt à payer parce que c'est du prêt à taux zéro. Vous n'aurez que l'assurance. Et ensuite viendra le prêt long terme qui, lui, aura un taux d'intérêt. Alors aujourd'hui, les taux moyens sont à 3,40, mais ça, on verra le cas échéant. Commencer à générer de l'intérêt sur la quote-part. Donc en vrai, vous allez vraiment commencer à payer des intérêts sur votre projet très tardivement. Tout à l'heure, Sophie le disait à juste titre, on ne va pas vous faire payer de mensualité, c'est-à-dire votre loyer si vous êtes locataire actuellement, et le prêt. Vous allez voir dans la diapositive suivante, que je veux bien qu'on mette. C'est possible. Voilà. Qu'il existe plusieurs façons d'amortir le bien pendant la phase de différé. Pendant la phase de construction, pardon. Vous avez un amortissement classique, immédiat. D'accord? Donc là, vous allez payer, admettons, on dit que la mensualité, elle soit de 500 €. Donc, vous commencerez à payer les 500 €. Si le paiement de ces 500 € plus votre loyer rentre dans les 37% d'endettement, vous pourriez très bien le faire. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire qu'on paye l'intérêt et capital comme c'est noté, et le jour de la livraison, et bah, du coup, on a juste à payer, à continuer de payer ce que l'on paye. La deuxième phase, qui est la phase la plus classique, c'est le différé partiel. Là, on ne va payer que la quote-part d'intérêt qui équivaut au déblocage du prêt. Comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, comme vous allez d'abord donner votre apport, donc l'épargne que vous avez, ensuite le prêt à taux zéro si vous êtes éligible, et ensuite le prêt long terme, en fait, cette phase d'intérêt, elle va être très tardive. Du coup, ce qui vous permet d'être très serein pendant la phase de construction, et vous ne payerez que votre logement. Et sur la fin, vous payerez votre logement, plus une quote-part d'intérêt, et évidemment d'assurance, mais ça, l'assurance, vous la payez tout au long du processus, dès lors que vous allez signer vos offres de prêt.
Euh, donc, à la fin, donc une fois qu'on a construit et qu'on a les clés, là commence du coup l'échéance standard. Et donc, bah, si vous aviez emprunté 200 000, vous avez un prêt de 200 000 à rembourser. La dernière solution, elle est plus coûteuse, mais là, c'est ce qu'on appelle un différé total. C'est-à-dire que vous n'allez payer ni intérêt, ni capital. Vous allez payer que l'assurance pendant la phase de construction. Ça veut dire que tous les mois, les intérêts se cumulent. Et donc, quand vous allez rentrer dans le logement, si vous aviez fait un emprunt de 200 000 euros, bah, vous devrez un prêt de 200 000 plus les intérêts qui ont couru pendant la phase de construction. Donc, peut-être, je dis une bêtise, 5 000, c'est pour l'exemple. Donc, ça ferait que votre prêt démarre à 205 000. Voilà. Mais ça a un avantage, c'est que si vous avez un fort loyer aujourd'hui et que vous êtes très proche des 35-37%, bah, du coup, vous pourrez quand même acheter. Voilà. Du coup, vous ne payerez rien de plus et ça ne vous mangerez pas que des pommes de terre tous les jours. Voilà. Donc, je, voilà, je veux bien la diapositive suivante. Ça, c'est des exemples de simulations que j'ai voulu, donc qu'on a fait en fonction des typologies. Hein. Donc, on a pris le prix moyen d'un T2 et d'un T4 pour vous donner une mensualité, pour que vous vous rendiez compte. Aujourd'hui, quand on emprunte 205 000 euros, sachant que là, on a mis un apport de 10%, on est sur une mensualité environ à 1 061 euros par mois. Contrario, sur un T4 à 370 000, on est plutôt à presque 1 900. Ça, c'est sans prêt à taux zéro. Dans le cadre d'un prêt à taux zéro, vous voyez que du coup, la différence est quand même notable. Hein. Parce que dans le premier cas, vous passez d'une échéance de 1061 à une échéance à 936, et dans le second cas, de 1879 à 1637 euros. Donc, c'est vrai que le prêt à taux zéro est très important. Comment on vérifie que vous êtes locataire ou propriétaire? On va le vérifier tout simplement en vous demandant des documents. Voilà, parce que si vous êtes locataire, vous avez donc une quittance de loyer, un bail, et donc on va vous demander ces documents. Parce que pour pouvoir prétendre au prêt à taux zéro, il faut justifier que l'on a été locataire de sa résidence principale pendant 2 ans, donc les 2 dernières années. Comment on le justifie? Si vous avez été locataire de 3 logements pendant 2 ans, il nous faudra les 3 baux de location. Voilà. Donc, petite, préparer les documents. Euh, voilà, donc ça c'est sur la partie simulation. On peut passer à la diapositive suivante. Ah, voilà. Du coup, alors on va regarder les réponses après, les questions après, mais ça c'est si vous voulez prendre rendez-vous donc avec le SSF, vous avez juste à scanner le petit QR code. Ça vous permettra d'accéder aux agendas donc, des conseillers du CSF. Si vous avez une urgence, je dis bien parce que comme la clôture des candidatures, c'est demain pour certains programmes, je vous laisserai contacter directement la foncière qui vous donnera mes coordonnées directes pour m'appeler aujourd'hui. Voilà, mais voilà, c'est vraiment si vous n'avez pas fait votre simulation et que vous voulez vraiment la faire aujourd'hui pour demain, quoi. Voilà. Donc ça, je vous laisserai prendre contact avec la foncière pour ça. Mais pour tous les programmes qui sont un peu plus lointains, je vous laisse scanner le QR code. Merci beaucoup, Kevin. Du coup, on peut peut-être passer aux questions et je passe la parole à Sidonie qui a noté toutes vos questions. Attendez, pardon, je fais un bref rappel parce que je vois une main qui se lève. On ne prend pas les questions par oral, il faut les écrire voilà, dans le petit chat, s'il vous plaît, et on y répond ensuite par oral. Merci beaucoup. Oui, très bien. Alors du coup, j'ai bien pris connaissance de l'ensemble des questions qui, me semble-t-il, néanmoins, ont fait l'objet de développement tout au long de la présentation. Les questions étaient pressantes, mais je pense que l'ensemble des réponses a néanmoins été apporté, en tout cas, je l'espère. Peut-être pour synthétiser quelques grands thèmes qui sont revenus. Donc, il faut bien distinguer différentes charges, comme Sophie Lecoq a pu vous le présenter. Donc, il y a l'acquisition du logement d'une part, la redevance foncière qui est complémentaire dans le cadre du dispositif du bail réel solidaire. Donc, c'est ce qui correspond à la part locative du terrain que vous n'achetez pas, qui est d'un montant de 2,65 € par mètre carré par mois et indexé sur l'IRL ensuite.
Et puis, il y a enfin les charges de copropriété. Ça, c'est des charges que vous allez acquitter comme n'importe quel propriétaire de votre logement. Dans le cadre du plan de financement, votre banquier ou un conseiller, par exemple du CSF, prendra bien donc les différentes charges dans votre capacité d'emprunt. Il y aura l'emprunt pour faire acheter le logement et la redevance. Donc ces deux choses-là sont bien prises dans votre capacité d'emprunt. Mais donc il y a bien les charges de copropriété ensuite qu'il faudra acquitter. Et enfin, la taxe foncière. Donc je pense qu'on voilà, on a bien dressé l'ensemble des différentes charges. Au moment aussi de la signature d'un contrat de réservation, on l'a évoqué rapidement, mais la question est revenue à deux reprises. Est-ce qu'on doit verser un acompte lors de la réservation? Oui. On appelle ça d'ailleurs un dépôt de garantie et il est d'une valeur forfaitaire de 1500 euros, ce qui, là encore, est un montant réduit dans le cadre du dispositif d'accession sociale à la propriété. Ensuite, il y a eu, une question aussi sur, le fait que l'on puisse ou pas, louer, son logement. Alors, Sophie le rappelait, un des principes légal et fondamental du BRS, c'est donc on achète son logement pour en faire sa résidence principale. En cas de mutation professionnelle, on se doit de revendre son logement. Mais néanmoins, comme n'importe quel propriétaire classique, vous pouvez louer en cas de congé, notamment dans le cadre du respect de la loi et réglementaire à Paris, sachant que la durée annuelle est fixée à 90 jours désormais. Enfin, les copropriétaires sont en capacité aussi de voter pour l'interdiction ou pas de la location meublée dans certains immeubles. Donc, c'est quelque chose qui pourra être amené aussi à être géré au niveau de chacun des immeubles, le cas échéant. Les logements et les immeubles que nous sommes en train de construire sont donc des ouvrages neufs et donc par là même, ils sont garantis pendant 10 ans. La question a été posée. Donc il y a une garantie décennale qui s'applique sur les logements et les parties communes en cas de défaut constaté. Ensuite, différentes questions, alors plutôt relatives cette fois-ci à la cotation. Donc difficile de calculer, on va dire, une cotation moyenne, puisqu'en fait, chaque cotation est vraiment spécifique à la candidature d'un ménage sur un logement en particulier, puisqu'il y a différents grands items. Il y a des items liés à la composition du ménage d'une part, il y a des items liés vraiment à la typologie de logement que vous demandez, et il y a un dernier grand item qui est lié à votre plan de financement prévisionnel. Et donc, tout ça donne une note de cotation qui est donc bien spécifique pour chaque candidature. Lorsque vous remplirez notre formulaire en ligne sur la plateforme, vous aurez une première note de cotation qui vous sera communiquée de façon automatique sur la base des éléments que vous aurez renseignés et donc déclarés. Ensuite, lorsque nous clôturerons la période d'appel à candidature, les dossiers vont être instruits, les dossiers vont être instruits et donc on va pouvoir vous demander par la messagerie des éléments complémentaires, des pièces justificatives si celles que vous avez jointes étaient erronées ou manquantes. Et donc, au gré de l'instruction, la cotation va pouvoir évoluer. Donc la note de cotation dont vous avez connaissance n'est pas forcément la note définitive. Néanmoins, à l'issue de l'instruction, ce sont bien donc les 5 meilleurs dossiers cotés qui seront présentés en commission de sélection. Et en ce qui concerne la cotation, enfin, il y a notamment tout un différents critères qui sont liés en fait à la bonne adéquation entre la composition de votre ménage et la taille du logement que vous demandez. L'idée étant qu'on ne vend pas des logements à des ménages qui seraient vraiment en suroccupation et ni même en sous-occupation. Si vous demandez un logement qui est strictement adapté à la composition de votre ménage, vous aurez le maximum de points. Mais néanmoins, si vous vous positionnez sur un logement avec une pièce en plus, vous aurez également des points. Vous n'aurez pas le maximum, mais vous aurez également des points. Vous en aurez 8 et non pas 16 pour être tout à fait précise. Comme
l'idée, c'est d'acheter un logement, d'en devenir propriétaire et de se projeter dans le long terme. On a vraiment souhaité cette possibilité et la valoriser, conscient du fait qu'on achète pour s'installer, peut-être télétravailler, faire des enfants. Et donc, la possibilité d'acheter une pièce en plus est bien prise en compte. De toute façon, personne ne peut remplir tous les critères, donc il faut vraiment se tranquilliser sur ça. L'idée, c'est bien de nous aider à prioriser les demandes en cas de besoin sur un même logement. Voilà ce que je pouvais dire aussi sur la cotation. Et puis, que dire d'autre? En ce qui concerne les prochaines commercialisations, à ce stade, les informations sont accessibles sur notre site internet. On va affiner le calendrier au fur et à mesure des mois prochains pour les prochaines opérations. Sachez que nous souhaitons communiquer sur des dates de commercialisation dès lors que nous avons la certitude que nous allons pouvoir les ouvrir et en fait, nous communiquons ça une fois que nous avons obtenu le permis de construire et qu'il est purgé de tout recours, dans l'idée qu'on commercialise environ 2 ans avant la livraison des chantiers. Donc pour l'instant, les dates qui sont sur le site internet sont encore prévisionnelles, mais voilà, je vous encourage à le consulter régulièrement puisqu'il est mis à jour régulièrement. Et c'est à ce moment-là que les prix, au moment des commercialisations, que les prix des logements sont rendus publics. Mais voilà, pour mémoire, on commercialise environ à 5 000 euros du mètre carré, si ça peut vous aider à faire des projections éventuelles. Enfin, Kevin, juste une petite question. Le CSF aide-t-il également à trouver des assurances pour des cas particuliers, des situations notamment médicales peut-être lourdes ou complexes? Voilà, je te passe rapidement la parole. Oui, en effet, j'ai vu 3 questions là. Alors en effet, sur tout ce qui est assurance un peu complexe, j'ai vu ARS niveau 3, etc. En effet, on peut vous accompagner pour aller chercher une assurance qui réponde à vos critères. Et même, voilà, on peut vous donner des conseils pour optimiser l'assurance, voilà, pour rentrer dans certains critères quand on n'y rentre pas. Ensuite, il y avait 2 questions de financement. Est-il possible d'avoir un prêt sur 30 ans? Alors oui, mais je ne sais pas quel âge vous avez, mais généralement, c'est pour les moins de 35 ans. Voilà, donc oui, mais plutôt pour les jeunes. Euh, ensuite, il y avait une autre question, y a-t-il un pourcentage maximum sur l'apport personnel? Alors non, j'ai envie de dire, si vous pouvez acheter cash, tant mieux. Maintenant, est-ce que ça répond au bail réel solidaire? Ça, je ne sais pas. Par contre, voilà, si il faut faire un petit emprunt, c'est totalement possible. Voilà, vous pouvez avoir beaucoup plus d'apports que de prêts. J'avais une dernière question. Peut-on rembourser par anticipation? Tout prêt se rembourse par anticipation, donc oui. Après, ça dépend des clauses de votre contrat. Il peut y avoir ce qu'on appelle des pénalités de remboursement par anticipation. Mais ça, c'est à négocier avec la banque lors de la réalisation du prêt. Voilà, donc c'est possible, mais il faut le négocier pour ne pas avoir de pénalités. Sinon, vous aurez des pénalités légales qui sont mises dans les contrats. Et on m'a demandé de réexpliquer la phase de différé. Alors, en gros, à la signature du contrat de réservation, vous allez verser donc la compte, enfin, les fameux 1 500 euros. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est lors du contrat de réservation. Ensuite, vous allez trouver votre prêt. Une fois que vous avez votre prêt, là va commencer l'appel de fonds. Donc, on va vous demander l'argent tout de suite, d'accord? Dès lors où il y a les phases de construction. On ne va pas vous demander l'intégralité du prix à la fin de la construction. C'est bien au fur et à mesure que les mois vont passer qu'on va vous demander l'argent. Et en fonction de ces déblocages, que vous soyez en différé total ou partiel, vous payerez soit un peu d'intérêt et l'assurance, soit juste l'assurance. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Peut-être juste 2 micro-questions que j'ai relu mes notes. Donc, est-ce qu'on est éligible au BRS si l'on est hébergé? Alors oui, le statut d'occupation de votre logement n'est pas un critère d'éligibilité. C'est bien voilà, votre revenu fiscal de référence. Et ensuite, nous, dans le cadre de la candidature, on va vous demander voilà, quel est votre statut d'occupation, si vous êtes locataire du parc privé, locataire du parc social,
héberger est une possibilité et ces statuts pardon, vont notamment donner des points éventuels à votre dossier. Ça, c'est la première chose, donc c'est tout à fait compatible. Et ensuite, où trouver les logements revendus? En fait, nous, on commercialise les logements voilà, par appel à candidature. Et donc là, typiquement, là, en ce moment, on a des opérations pour lesquelles on a remis en commercialisation des logements. Donc, c'est bien cela qu'on présente. Typiquement, l'opération dans le 14e arrondissement, par exemple, Porte de Vanves, où on n'a que 4 logements actuellement à la vente, en fait, ce sont à la revente. C'est notamment pour ça qu'on ne voit pas tous les autres logements, puisqu'ils ont déjà été commercialisés l'année dernière. Donc, tout ce qui est à vendre est sur notre plateforme. Voilà, peut-être une dernière question que j'avais vue passer aussi au début sur que contient la redevance, parce que c'est vrai que c'est une question qui peut être intéressante. Donc, comme on l'expliquait, donc dans le principe du bail réel solidaire, vous ne financez pas la valeur du foncier. Donc, vous achetez un logement en moyenne, on va dire, à 5 000 € du mètre carré. Donc, c'est hors valeur foncière. Le foncier, en fait, c'est la foncière de la ville de Paris qui le finance. Elle le finance par le biais d'un prêt de très long terme voilà, auprès d'une banque qui est la Banque des Territoires et par ailleurs aussi par des fonds propres. Donc ce qu'il faut voir, c'est que voilà, il y a vraiment plusieurs sources de financement et la redevance foncière dont vous vous acquittez va servir pour nous à rembourser le prêt. Donc c'est qu'une partie en fait de la valeur foncière, parce que la partie que nous finançons sur nos fonds propres, vous n'aurez jamais à la financer d'aucune manière. Voilà, sur ce que contient la redevance foncière. Voilà, et sur le reste des questions, il y avait une question sur où nous contacter pour pouvoir avoir le contact de Monsieur Cordier. Vous avez une adresse mail générique, contact@foncière-ville-paris.fr. Vous pouvez vous adresser à cette adresse mail générique et on vous donnera le contact. Voilà, je regarde rapidement les dernières questions qui sont arrivées. Oui, peut-être juste, Sophie, l'occasion de préciser que vous pouvez déposer un dossier pour un logement sur un programme. Mais néanmoins, vous pouvez déposer voilà, un dossier pour 2 programmes. Enfin, c'est un dossier par programme, mais vous pouvez postuler sur 2 programmes si vous le souhaitez. Voilà, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Il y en a une dernière sur quels sont les premiers retours d'expérience des premiers acquéreurs en BRS. Donc cette question est vaste, je ne sais pas exactement comment on peut y répondre. De notre côté, côté foncière de la ville de Paris, nos premières commercialisations ont eu lieu en fait l'année dernière et aujourd'hui les acquéreurs sont en train de signer leurs actes d'achat, mais c'est en cours en ce moment. Donc en termes de retour d'expérience, c'est un peu difficile de répondre car nous sommes au début en fait du processus, si je puis dire, et on commercialise nos premiers logements. En revanche, il y a beaucoup d'autres endroits en France où il y a déjà des projets en bail réel solidaire qui ont été livrés avec des acquéreurs qui habitent dans ces logements, qui en général ont l'air contents, mais je pense que cette réponse est peut-être un peu vague, mais vous pouvez trouver sans doute des témoignages sur des sites d'autres organismes de foncier solidaires sur tout le territoire métropolitain, et vous avez également un site central, si je puis dire, de l'État qui s'appelle Boris, voilà, qui est donc un site créé par l'État. Si vous tapez Boris BRS sur Internet, vous allez le trouver, et où je crois qu'il y a aussi quelques témoignages d'acquéreurs qui habitent déjà dans leur logement en bail réel solidaire. Et puis, il y a d'ailleurs tout un tas d'autres informations sur ce site aussi qui pourront peut-être vous être utiles. Voilà, en tout cas, ce webinaire sera disponible en replay donc sur notre chaîne YouTube, et vous trouverez aussi le lien sur notre site internet. Et par ailleurs, beaucoup des informations aussi qu'on a données aujourd'hui sont disponibles sur notre site internet, voilà, d'une manière générale. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir.